voilà bientôt arrivé au bout de vos études. Votre examen final est dans quelques semaines. Auparavant, il vous reste à effectuer un stage pratique. Ça va pas? C'est pas synchrone. C'est pas grave, je vais t'arranger ça. C'est ok. Moteur. Messieurs, nous allons laisser au hasard de cette roue le choix de votre enquête dans la note de votre examen final. Une fois de plus, numéro 07, vous êtes en retard. Eh bien, nous allons commencer par vous. Oh là là, j'ai vraiment pas de peau. Fallait que ça tombe sur moi, un sujet pareil. Mais 07 était né sous une bonne étoile et un journal allait le lui confirmer. Tiens, entre Antibes et Port-Grimaud, une première mondiale pour les télécommunications. La pose du plus long câble sous-marin à fibre optique. C'est demain qu'aura lieu cette pose. Pour bien comprendre cet exploit technologique, il faut remonter à 1978, année où les PTT prennent la décision de se tourner résolument vers cette technique. C'est ensuite le Centre national d'études des télécommunications qui participe à l'élaboration du programme de développement. Une conférence se tiendra demain vers 15 h à Port-Grimaud. Quel est le but, en définitive, de cette liaison Port-Grimaud-Antibes? Cette liaison a pour but d'expérimenter ce nouveau type de câble sous-marin en fibre optique pour les futures liaisons de télécommunications internationales. Voici un échantillon de ce câble. Je tiens à préciser que c'est une liaison expérimentale qui sera ensuite reversée à l'exploitation. Actuellement, le trafic des télécommunications internationales augmente de 30 à 40% par an, avec une tendance marquée par les besoins en transmission numérique, la télématique. La fibre optique répond à ces besoins. Pourquoi les câbles sous-marins alors que nous utilisons déjà les satellites? C'est une bonne question. Disons que les deux systèmes sont complémentaires. À l'avenir, 60% du réseau de base reliant un point fixe à un autre point fixe sera sur câble. Les points, disons, mobiles, autos, trains, avions, étant arrosés par les satellites. Il faut également savoir que la durée de vie d'un satellite n'est que de 7 ans, alors que celle d'un câble sous-marin excède les 25 ans. Je crois que les câbles actuellement en service sont coaxiaux. Cela marche très bien. Alors pourquoi passer au câble fibre optique? Pour y trouver des avantages, bien sûr. 4, principalement. Tout d'abord, la capacité d'écoulement du trafic devient plus importante. 4000 conversations téléphoniques simultanées par paire de fibres. Deuxièmement, le caractère numérique de la transmission permet de véhiculer 8 canaux de télévision couleur par fibre sans précaution particulière. Le troisième avantage est l'encombrement réduit de moitié par rapport au câble coaxial. Le prix de revient en est réduit d'autant. Et surtout, le quatrième avantage, il faut 5 fois moins de répéteurs. Vous venez de parler de répéteur, de quoi s'agit-il? Eh bien, voici un répéteur. Il faut savoir qu'un signal ou un message transmis par un câble sur plusieurs milliers de kilomètres s'affaiblit. Le répéteur a pour rôle d'amplifier ou de régénérer ce message. Pour la liaison Port-Grimaud-Antibes, qui représente 80 km de câble, 2 répéteurs suffisent. Je vous propose maintenant de nous rendre à bord du navire câblier Raymond Croze, où vous pourrez assister à la pose du câble. Et à l'avenir, quelle sera la prochaine liaison commerciale? Eh bien, la prochaine pause s'effectuera entre Marseille et Ajaccio en 1985. D'ailleurs, son câble sous-marin à fibre optique est déjà en fabrication à Calais. À ce propos, je vous signale qu'une équipe de cinéastes réalise actuellement un film sur cette fabrication. Film que vous pourrez voir très prochainement sur nos écrans. Soyez les bienvenus à bord. Je vous laisse assister à la pause. À tout à l'heure.
Eh bien, j'avance. Je commence à connaître plein de choses intéressantes sur mon sujet. Bon, faisons comme le câble, rejoignons le plancher des vaches. Mesdames, Messieurs, je serais incomplet si j'omettais de vous parler du câble lorsqu'il atteint la plage. Là, des spécialistes vont le raccorder au câble qui provient du central téléphonique. Pour cela, il faut le dénuder jusqu'à la fibre optique et réunir les deux câbles dans un boîtier de raccordement après avoir soudé les fibres parfaitement alignées en utilisant un équipement des plus perfectionnés. Perfectionné, ok. Et ma mobilette qui détecte le trajet souterrain du câble optique jusqu'au central téléphonique, c'est pas mal non plus, ça, non? Quand on suit une affaire, il faut aller jusqu'au bout. À part votre tenue numéro 07, bravo. Mais maintenant, expliquez-nous quel est cet appareil. Eh bien, c'est le terminal du système S280 que j'ai emprunté au central téléphonique de Port-Grimaud. Ce terminal est organisé en 3 bâtis. Le bâti émission, l'interface optique émission et réception, le bâti réception. On peut y distinguer 3 grandes fonctions. La partie supervision, où l'on trouve la centralisation des alarmes de la liaison. La partie énergie, destinée à l'alimentation du terminal. La partie transmission, émission et réception. Très bien, numéro 07. Vous pouvez retourner vous asseoir. Je vous souhaite de trouver encore des idées aussi efficaces pour nous ramener d'autres documents concernant votre sujet. Vous en faites pas, les copains, j'ai ma petite idée là-dessus. Le répéteur est un élément essentiel du système sous-marin S280 à fibre optique. Les fonctions de régénération du répéteur sont réalisées par des circuits intégrés pour lesquels une technologie spéciale, alliant robustesse et rapidité, a été développée par CIT Alcatel qui en assure maintenant la fabrication, garantissant ainsi une très haute stabilité de la production. Des précautions draconiennes sont prises lors des opérations de montage, soudure, traitement chimique, câblage des différents éléments. Toutes ces opérations sont effectuées dans l'atmosphère rigoureusement contrôlée d'une salle blanche. La conversion sous forme lumineuse du signal électrique est réalisée dans la tête optique par une diode laser couplée à la fibre monomode. Cette diode laser, de structure dite à ruban enterré,
émet dans la fibre une puissance lumineuse de l'ordre d'1 milliwatt à la longueur d'onde de 1,3 micron. Un élément important, le commutateur électro-optique. Des diodes laser disposées en réserve peuvent être mises en service par télécommande à l'aide d'un commutateur optique à bascule, actionné par un moteur de très haute fiabilité. Ceci permet de garantir une durée de vie du système de 25 ans. Les sous-ensembles sont implantés dans des structures mécaniques en forme de galettes alignées pour constituer le bloc électronique qui comporte 4 régénérateurs identiques. L'ensemble est ensuite inséré dans un boîtier cylindrique en acier destiné à le protéger contre les plus hautes pressions. Les fibres optiques issues du bloc électronique sont soudées à celles provenant des couvercles de fermeture. L'isolation électrique et l'étanchéité jusqu'à des profondeurs de 6500 mètres sont obtenues par un moulage de polyéthylène. La fabrication est maintenant terminée. Un contrôle final complet des caractéristiques du répéteur est effectué sous diverses contraintes. Répondant aux critères de qualité, de fiabilité, durée de vie exigés par les liaisons sous-marines, notre répéteur à fibre optique d'aujourd'hui permettra les communications de demain. C'est très bien, numéro 07. Je suppose que vous allez maintenant continuer votre enquête par la fabrication du câble sous-marin à fibre optique. On ne peut rien vous cacher. Le cinéma, vous êtes le dernier, hein. Ils sont au fond du couloir, ils sont en train de tourner là. Bon allez Coco, ça tourne. Tu me suis jusqu'en haut de la tour, la montée du barreau en verre, ok? Ça s'appelle la préforme, exactement. Je le note? Oui, oui, tu rajoutes que c'est un tube de silice très pur dans lequel on a fait divers dépôts chimiques, hein, ça va? Je note. Oui, alors là, c'est la mise en place de la préforme dans le four. Faut pas louper ça, hein. Bon, allez, vas-y, Coco, là, tu descends sur le four, vas-y, c'est bon, tu serres. Tu vois la goutte? Tu la suis lentement, vas-y, c'est bon. Là, tu notes que c'est le début de l'étirage par simple gravité et que le diamètre de la fibre est contrôlé au micron près. Et là, chef, je continue à suivre? Oui, oui, vas-y, c'est la protection de la fibre par une résine. Allez, ça roule. Messieurs, après avoir assisté à la fabrication de la fibre optique à l'usine CLTO de Beson, j'ai rejoint, par avion, la ville de Calais, où se trouve l'usine des câbles de Lyon. Utilisant à nouveau une ruse de Sioux, j'ai pu pénétrer discrètement en faisant preuve d'une fabuleuse audace dans l'usine. Là, à l'intérieur des différents ateliers, j'ai réussi à filmer, moi-même, et en prenant les plus grands risques, un superbe document sur la fabrication du câble sous-marin à fibre optique. C'est ce film que j'ai ramené, toujours par avion, que je vais avoir la joie de vous montrer maintenant. Au début de la fabrication, on part d'un fil d'acier qui sert de support à un jonc fabriqué à partir de granulés de PVC. J'ai d'ailleurs subtilisé quelques granulés pour vous les montrer. Le jonc, qui sort donc de cette filière tournante, comporte 6 rainures hélicoïdales destinées à recevoir les fibres optiques. Dis-moi, 07, sur tes images, je ne me rends pas bien compte du diamètre de ce fameux jonc. Eh bien, je peux te dire qu'il est très petit puisqu'il fait moins de 5 mm. D'ailleurs,
Ce diamètre subit un contrôle permanent qui en détecte les éventuels défauts. La phase suivante, je l'ai filmée sur la ligne de câblage des fibres optiques. Cette machine que j'ai filmée au ralenti dépose simultanément 6 fibres dans les rainures du jonc avec une réserve de longueur, c'est-à-dire du mou, qui leur permet de se déplacer à l'intérieur des rainures en fonction de l'allongement du câble. Mais comment se fait-il que la fibre ne s'échappe pas de la rainure? J'y arrive. Un premier rubanage en terre-fan enferme partiellement les fibres optiques dans le jonc. Je vous le montre au ralenti. Ensuite, on remplit les rainures hélicoïdales du jonc de graisse hydrofuge, puis l'ensemble est fermé par un deuxième ruban de terre-fan. Après ce deuxième rubanage, une gaine plastique termine ce que l'on appellera le cœur optique. Ce petit cœur, il faut le protéger contre l'énorme pression des grands fonds marins et le faire résister aux diverses tractions. Pour cela, une toronneuse dispose d'une première nappe de 12 fils d'acier, puis une seconde de 24 fils judicieusement positionnés sur sa périphérie. Cette voûte porteuse est ensuite fermée à l'aide d'un ruban de cuivre mis à la dimension qui assurera le transport du courant de téléalimentation des répéteurs. Et le retour du courant, il s'effectue comment? Par la mer. Ce ruban est rétreint progressivement autour de la voûte avant d'être soudé sous argon. Une fois de plus, comme à chaque étape de la fabrication, un contrôle rigoureux est effectué. Oh, dis-moi, numéro 7, il y a une chose qui me tracasse. Il n'y a pas de court-circuit entre le cuivre et la mer? Non, non, car pour l'éviter, le cuivre est alors complètement isolé par du polyéthylène. Oh, c'est beau, c'est transparent. Oui, d'accord, bon. Effectivement, au début, c'est transparent sous l'effet de la température. Puis, progressivement, cet isolant devient opaque à mesure qu'il est refroidi dans des bacs de très grande longueur. Dites-moi, numéro 07, comment se fait-il que vous soyez sur ces images, si c'est vous qui avez tourné ce film comme vous le prétendez? Messieurs, quand vous aurez fini de me mettre en boîte, je pourrais peut-être vous parler de la mise en cuve. Hein? Bien. À ce stade de la fabrication, le câble grand fond est terminé. Il faut le compléter pour en faire un câble d'atterrissement. Très cher. Navré de vous interrompre, mais auriez-vous l'obligeance de satisfaire une curiosité très personnelle sur le terme atterrissement, voulez-vous? Eh bien, mon cher, à l'approche des côtes, le câble doit être lourdement armé, c'est-à-dire protégé mécaniquement des agressions extérieures courantes, telles les ancres de navires, les chaluts, les travaux sous-marins, etc. Toutes ces précautions sont destinées à assurer une très grande longévité du câble lorsqu'il sera posé au fond des mers. C'est très bien, numéro 07. Je vais vous laisser conclure votre sujet, mais dès maintenant, laissez-moi vous annoncer que vous êtes reçu numéro 06. Eh bien, merci. Pour finir mon enquête, je vous dirai que les 4 pays producteurs au niveau mondial sont donc la France, le Japon, les USA, l'Angleterre. Et je peux même ajouter que dans cette nouvelle technologie, la France est très bien placée puisqu'elle vient de remporter les appels d'offres suivants. Bref, la technologie française des câbles sous-marins à fibre optique
et parfaitement adapté au nouveau marché mondial des télécommunications. Clap de fin vite.